Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait très plaisir de vous voir tous les jours, d'avoir vos commentaires, vos petits pouces en l'air. Ça, c'est vraiment pour moi une très belle récompense. C'est la récompense de ce travail que je vous propose, de nos échanges, de nos rencontres. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que je n'aurais jamais pensé aborder dans l'émission. Le sujet, je l'ai trouvé sur Les Lignes Bougent, signe de pétition. Vous savez que je suis vraiment de très près. Il y a 2 sites comme ça, le deuxième m'échappe. Je n'ai plus le nom, mais c'est un site également de pétition et on est vraiment, en phase, en connexion, au plus près finalement des préoccupations, de beaucoup, hein. Ce sont c'est très varié. Ça peut être aussi bien sur l'environnement, sur la santé, sur la politique, mais en tous les cas, là, j'ai trouvé un sujet. J'ai trouvé que ce sujet justement méritait une émission à lui tout seul. On va parler d'insectes aujourd'hui. On va parler des vers de terre. Vous avez bien entendu, on va parler des vers de terre. J'ignorais totalement que les vers de terre étaient en voie de disparition. Alors, pas au niveau des jardins, parce que ça, nous en avons toujours. Moi, j'en ai même, alors que je suis au 3e étage, j'en ai même dans mes bacs à fleurs. Je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas comment ils sont arrivés là, mais toujours est-il que j'en ai. Et je suis très heureux de les avoir. Nous vivons actuellement dans une époque où l'agriculture se doit d'être intensive. Rappelons que nous sommes 7 milliards donc, de personnes sur Terre qui doivent, bien évidemment, on doit se nourrir et pour protéger les récoltes, les agriculteurs ont recours à des pesticides. Ces derniers ont tendance justement à tuer tous les insectes qui osent s'en approcher. Ainsi, des espèces se retrouvent aujourd'hui menacées à cause de l'utilisation quasi systématique de pesticides dans de grandes étendues de champs. Parmi tous les insectes qui sont exterminés par l'homme, les vers de terre sont sans aucun doute ceux qui souffrent le plus. Pourtant, il est bon de rappeler que les vers de terre sont indispensables pour la préservation de notre biodiversité et la conservation des sols. Peu de personnes le savent et les tuent injustement, mais le ver de terre est indispensable à notre environnement. En effet, ce sont d'eux que les sols se nourrissent pour pouvoir être fertiles. Sans vers de terre, les champs ne seraient absolument pas fertiles. Le problème, c'est qu'il y a une telle utilisation de pesticides dans les champs qu'il n'y a plus de vers de terre. Et c'est un réel problème, c'est un problème majeur. Si on veut faire donc une métaphore, nous pouvons dire que le ver de terre est la colonne vertébrale du sol sur laquelle il se repose. Il a vocation donc à oxygéner le sol et à le rajeunir surtout. De plus, le ver de terre creuse profondément dans la terre. Il permet alors aux plantations d'avoir un accès plus facile à l'eau souterraine. Les plantes et les animaux se nourrissent ensuite de l'oxygène qui a été transmis au sol par le lombric. Et c'est assez paradoxal finalement quand on y pense. Nous tuons des vers de terre parce qu'ils s'approchent des récoltes, alors que le sol en a besoin pour être fertile et continuer à produire des aliments. Imaginons un monde où le ver de terre n'existe plus. Que se passerait-il si le ver de terre venait à disparaître totalement de la surface de la Terre? Alors je prends mes notes, bien évidemment. Je pense que ça doit s'entendre au niveau du son de ma voix. S'il n'y avait plus de vers de terre, les champs
ne seraient plus fertiles. Les légumes et les céréales ne pousseront plus dans un même temps. Il emportera avec lui l'extinction d'autres animaux qui le suivaient dans la chaîne alimentaire. De quoi allons-nous nous nourrir lorsqu'il ne restera plus rien? Nous devons nous battre, pas seulement pour la survie du ver de terre, mais aussi pour notre propre survie. La simple disparition totale du lombric peut causer une famine mondiale. Stoppons donc leur extinction avant qu'il ne soit trop tard. Notre survie et notre mode de consommation n'ont jamais été autant en danger que ces dernières années. Dans cette pétition, il est demandé donc au gouvernement français d'agir pour dire stop à l'agriculture intensive. Nous n'avons pas besoin d'autant de nourriture. De toute façon, une grande partie sera gaspillée et détruite. De plus, si nous diminuons la production, nous allons pouvoir nous permettre d'arrêter l'utilisation de pesticides à outrance pour préserver le ver de terre et ses congénères si précieux pour notre biodiversité. Toutefois, il est déjà trop tard pour certaines zones. Des agriculteurs qui ont abusé par le passé se retrouvent avec des champs stériles, incapables de produire le moindre légume ou la moindre céréale. Il faut vraiment que le gouvernement mette en place des travaux pour réintégrer le ver de terre dans les milieux stériles. Plus il y aura de ver de terre en liberté, et plus nous allons pouvoir profiter d'aliments de qualité. L'alimentation de nos enfants et de nos petits-enfants est en danger à cause des pesticides. Il faut que le gouvernement prenne des décisions dès aujourd'hui pour tenter de rattraper le tir. Donc nous allons voir justement au niveau de l'agriculture, au niveau de l'agriculture intensive, si on peut espérer précisément, et si on peut penser que cette production en masse puisse continuer ainsi, tuant justement les éléments indispensables à la biodiversité. On va prendre pour cela l'oracle, donc politiquement incorrect, de Pandora Earth. Pour commencer, on va déjà aller faire un petit tour d'horizon. On va aller voir précisément ce qu'il en est au niveau donc des cultures, et puis on va aller voir justement si on peut avoir des informations concernant le ver de terre. Je sais que le sujet prête à rire, mais en tous les cas, on est là quand même dans quelque chose qui est hyper sérieux, hein, parce que finalement, s'il n'y en a plus ces lombrics qui oxygènent les sols, c'est des sols qui deviennent complètement stériles. Et on continue en même temps, dans certaines régions, de vouloir encore amenuire les sols, alors que là, on est dans les distances. Est-ce que ça signifie finalement que les cultures aujourd'hui vont devoir partir, vont devoir prendre de la distance par rapport au territoire, parce que justement, les sols sont devenus stériles? Il y a un déplacement en tous les cas, ici, avec la carte de la distance. Donc on nous dit que, oui, effectivement, la terre en elle-même, les terres stériles, ne donnent plus aucun grain, on va dire ça comme ça, ne donnent plus aucun légume, et qu'au lieu finalement de faire en sorte de retrouver vraiment une fertilité des sols, c'est une culture qui va être amenée à prendre de la distance. Ça veut dire qu'en France, si rien n'est fait au niveau du temps, on va être amené véritablement à déplacer le problème pour l'exporter. C'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être plus de culture ou plus autant qu'aujourd'hui, puisque les sols seront complètement stériles, et que pour retrouver une forme de production, l'agriculture intensive va devoir s'exporter et prendre ses distances. Ces distances parce que les sols aujourd'hui ne permettent plus
de pouvoir précisément cultiver comme ils le font. C'est quelque chose d'étrange, effectivement, mais pour lequel l'humain est responsable. On l'a, l'humain, ici, hein. Donc l'humain est responsable, effectivement, de la situation, mais au lieu de prendre les décisions qui s'imposent, comme il est mentionné justement par Pierre G, hein, qui est à l'origine de cette pétition, on pourrait réintroduire des vers de terre pour faire en sorte que les sols retrouvent une vitalité, retrouvent du dynamisme, retrouvent vraiment, soient riches. Mais à la place de ça, on nous dit qu'effectivement, c'est quelque chose d'étrange, que l'humain, effectivement, préfère prendre ses distances dans le temps plutôt que d'avoir à se responsabiliser vraiment par rapport à la question. Donc là, on assiste à ça. On sait qu'en plus, il y a beaucoup de quantités de récoltes qui sont détruites, hein, tout simplement. Et là, on nous dit quoi? Bah non, finalement, l'agriculture prendra ses distances dans le temps parce que il aura tellement pas, l'agriculture intensive n'aura tellement pas exploité, surexploité les sols que finalement, bah, elle va préférer aller voir ailleurs. J'en ai une en même temps qui s'est retournée, la pollution. Donc là, on est bien au niveau des pesticides. Donc c'est prendre nos distances. On nous invite peut-être aussi à prendre nos distances avec les pesticides pour des raisons médicales. Parce que forcément, les pesticides, ils se retrouvent bien quelque part. Ils se retrouvent dans l'organisme, ils se retrouvent dans l'eau. Et on sait que de toute façon, ça pollue finalement notre existence, ça pollue nos quotidiens. Mais ici, on nous dit que pour des raisons médicales, le remède, enfin, les raisons médicales non, mais le remède finalement à ce problème serait de prendre nos distances. Mais ceci dit, j'aimerais connaître le temps que met un pesticide pour se détruire totalement des sols. Parce que forcément, c'est des sols qui sont impurs, qui sont pollués, et il n'y a plus de traces de vie finalement. Alors, elle est allée toute seule. On va aller voir, c'est quoi? C'est la sécurité. Ok. Sécurité en danger, donc distance de la sécurité par l'apport de pesticides. Donc la pollution en elle-même, la pollution des sols, a un rôle considérable sur notre propre sécurité. Ça veut dire que actuellement, les distances sont prises avec la sécurité à cause de l'apport justement des pesticides, donc de la pollution des sols, tuant tout. Il y a quelques années en arrière de ça, je me souviens qu'il y avait des sols en jachère, des terrains en jachère où ils faisaient pousser des fleurs. Et je trouvais ça magnifique parce qu'en plus les fleurs, on pouvait y accéder, elles étaient en libre disposition. Et puis bizarrement, ces terrains se sont vus être... alors on laissait les terrains se reposer une année sur deux, et puis bizarrement les champs de fleurs ont disparu. Je ne sais pas si vous en avez encore autour de chez vous, mais il n'y en a plus quasiment de champs de fleurs, hein. Et ça permettait aussi à la biodiversité de pouvoir souffler, de pouvoir se reproduire, de pouvoir faire son travail, le travail considérable, hein. Le ver de terre est un ouvrier de la terre, donc, et là on est dans une forme de pauvreté. Pauvreté des sols, pauvreté aussi par rapport au sujet, hein, que nous évoquons aujourd'hui, et que là, on a besoin véritablement de retrouver une sécurité sur des aspects de pauvreté. Parce que si ça continue tel que c'est parti sur cette dynamique-là, alors l'homme est en train de courir à sa perte. Et le jour où il ouvrira les yeux, il sera sûrement trop tard. En même temps, on a cette distance qui peut être prise dans le temps. C'est une distance, un déplacement finalement des cultures, mais ça va s'arrêter où? Et qu'est-ce qui est derrière tout ça? Qu'est-ce qui est étrange? C'est que finalement, on n'est tellement pas tenté par le gain et l'appât du gain qu'on a quand même cette carte du diable qui ressort sur la médecine.
C'est finalement l'humain là qui revêt l'apparence du diable, polluant tout, nous écartons de notre propre sécurité, sécurité alimentaire, sécurité. L'air qu'on respire, est pollué. L'eau que nous buvons est polluée. Les terrains sont pollués. Tout est pollué. Et tout, on laisse tout pourrir en fait. On laisse tout pourrir, on ne prend pas nos responsabilités. Alors quand je dis nous, c'est pas nous, ce sont nos dirigeants, mais rien n'est fait en fait. Alors on nous parle d'écologie, on nous parle de réchauffement climatique, mais est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer par la base? Et la base, elle est là. C'est-à-dire que tant que les sols seront tels qu'ils sont, bah, malheureusement, on ne peut pas espérer un mieux, on ne peut pas espérer... Et c'est pour ça que de plus en plus de personnes, bah, il y a quand même une évolution de quoi? Bah, de ces choses un peu curieuses hein, quand même, hein, de ce gain, de cet appât du gain, il y a une évolution de la pauvreté. Bah, oui, c'est évident, c'est évident. Et en même temps, il y a une évolution de l'insécurité. Là, on est sur la sûreté, mais est-ce que réellement on peut parler de sûreté quand la pollution est présente vraiment partout, dans tous les domaines? Et là, on parle justement des sols, ce sont des sols pauvres, et il y a un cataclysme. Il y a un véritable bouleversement créé par l'humain où qui a des répercussions justement au niveau de la pollution en elle-même. C'est-à-dire que l'humain, de par, là on va parler précisément de l'agriculture intensive, mais c'est un véritable cataclysme dans notre quotidien, générant la pollution, générant l'appauvrissement, pardonnez-moi, des sols. Et ici on nous dit quoi? Bah c'est pas grave. De toute façon, dans le temps, on prendra nos distances, hein, et puis l'agriculture intensive ira s'exporter, mais en attendant, tout sera pollué. Et quelle réponse on va donner à ça? Est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut? Et est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel nous voulons continuer finalement de vivre? Bah, je suis pas sûr, hein. Il y a une évolution, et là on a quoi? L'ancrage, on a un besoin d'ancrage, donc on a un besoin de stabilité, de retour ici, aux choses essentielles. Et il y aura de toute façon une évolution allant vers une stabilité, un enracinement qui sera nécessaire, qui sera sécuritaire si on ne veut pas basculer dans une forme de pauvreté. Pauvreté des sols, pauvreté des populations, pauvreté aussi de la qualité de vie dans laquelle nous évoluons, dans laquelle nous grandissons, nous évoluons. Et on voit que là, véritablement, l'homme a tout pollué. Ah, donc, il est grand temps, aujourd'hui, que nos chers responsables, tous partis confondus, est-ce qu'on entend, excusez-moi, mais je me pose là juste une question, est-ce qu'on entend les écolos sur la question? Il me semble pas, hein. Il me semble pas les avoir entendus. Donc du coup, ces excités qui sont un peu partout, excusez-moi si vous en faites partie, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec cette notion écologique au niveau du parti, au niveau des partis. Ouais, j'ai de l'encens à côté de moi, c'est cancérigène effectivement. Mais bon, non, soyons sérieux, soyons sérieux. Finalement, les sols sont appauvris, la qualité de vie s'est appauvrie, tout est en train de... Pourquoi? Pour des questions finalement budgétaires. Bon. Et là, on nous dit bien dans l'article que beaucoup, en fait, des cultures en elles-mêmes sont détruites. Parce que on sait que on veut une pomme, elle doit ressembler à telle chose. Finalement, moi, je me souviens, enfant, mes grands-parents avaient des vergers, donc c'était un immense champ de pommiers, et on avait énormément de pommiers. Mon grand-père faisait du cidre, et les pommes que nous avions ne ressemblaient absolument pas aux pommes que l'on peut acheter en grande surface, elles n'étaient pas calibrées. Et aujourd'hui, les fruits et légumes non calibrés, on connaît pertinemment
leur destination. Personne n'en veut. Parce que on nous a inculqué depuis notre plus tendre enfance qu'une pomme devait ressembler à telle chose, devait avoir tel aspect, devait avoir... Et que finalement, ce qui est naturel aujourd'hui paraît presque suspect parce que ne ressemble pas à ce qu'on va trouver dans les grandes surfaces. Bah, c'est curieux quand même, hein. C'est curieux. Finalement, on se détourne totalement du naturel, et même au niveau de l'agriculture bio, hein. Parce que dans l'agriculture bio, il ne faut pas se leurrer, hein. Bien sûr qu'il y a recours aux pesticides. À moindre quantité, certes. Mais n'empêche qu'il y a quand même des pesticides dans l'agriculture bio. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit qu'on est sur un chemin de vie, notre propre chemin de vie, avec l'oracle d'Amandine. Donc nous sommes sur notre propre chemin. Allez, on va compléter, on va aller voir, et puis après on fera on fera une pyramide aussi de l'évolution par rapport à cette question-là. Alors, le chemin de vie, avec quoi? Avec les communications, les négociations. On négocie beaucoup actuellement, hein, sur notre propre chemin de vie. Il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de communications, notamment la communication sur le bien-être, le développement personnel. On est vraiment dessus. Après, au niveau de l'agriculture intensive, il y a beaucoup de communication, beaucoup de négociations, peut-être aussi pour des raisons environnementales. Mais là, on est quand même sur une forme de progression où on va voir justement ce que l'on peut avoir après comme carte. Bon, il y a la femme. La femme, ça peut être la terre aussi, hein, la déesse terre, la terre-mère. Et que là, il y a un message très clair aussi, peut-être à entendre de la part de la terre en elle-même, du monde, du sol sur lequel nous évoluons, qui nous demande aussi de faire des négociations, de négocier, de revoir aussi la manière dont elle est traitée véritablement. Le chemin de vie, se fait ici en toute lumière, hein. On a quand même ici la lumière qui passe, qui se dirige, on a ce mouvement qui vient éclairer notre chemin de vie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des prises de conscience, l'éveil en même temps de la conscience par rapport à ces grands sujets internationaux, que ce soit sur le territoire français ou sur le territoire européen. On en a parfaitement conscience, et en même temps, il faut qu'on soit à l'écoute aussi de la terre-mère, sur laquelle nous évoluons. Elle a besoin aujourd'hui d'être... elle a un message, elle nous fait passer un message de toute façon. C'est l'appauvrissement des sols, c'est la stérilité, alors que cette déesse mère, que la terre-mère en elle-même a tellement à nous apporter. Est-ce que c'est une bonne manière, finalement, de la traiter? Est-ce qu'on la traite avec respect, avec égard? J'ai pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression. Et aujourd'hui, on va voir ce que l'on a après, mais la lumière, donc, sur le chemin de vie, la technologie, effectivement, il y a une communication, une négociation au niveau des technologies sur laquelle lumière est faite. Et donc, ça rejoint finalement ce que je disais, c'est que là, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'évolution, finalement, c'est aussi la matérialisation de plus en plus présente de la technologie dans nos vies, mais qui nous sépare, hein. Vous voyez, là, la technologie, elle ne prend pas le chemin ici, hein, de la lumière. Elle nous sépare de notre propre chemin de vie. C'est une forme de pollution en même temps, hein. Et la femme, au niveau de la campagne, c'est-à-dire que on s'écarte du naturel pour des raisons technologiques ou par rapport à une aide technologique sur laquelle il y a des négociations, des communications,
Mais en même temps, la lumière, ici, s'écarte de la campagne. Ça peut être des campagnes aussi de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation par rapport justement à l'impact même de la technologie. Euh, on voit qu'il y a la technologie aujourd'hui, on en a besoin, c'est un bon outil, mais c'est un outil à double tranchant finalement, qui peut avoir un véritable impact sur la campagne. Parce que oui, je ne vais pas vous l'apprendre, les champs, les cultures, ça se passe où? À la campagne. Chemin de vie, éclairé, prise de conscience, mais en même temps, une agriculture intensive faisant appel à la technologie, sur laquelle on demande effectivement, il y a une demande de négociation, peut-être de revoir et de repenser aujourd'hui, en 2022, fin 2022, pour les prochaines années, la manière dont la campagne est traitée. On nous dit quoi? Relation de couple. Bah, c'est une relation. Une relation de couple, c'est finalement nous et la campagne. Quelle place on veut donner aujourd'hui à la nature dans nos vies par rapport à l'omniprésence de la technologie? Est-ce qu'on s'écarte effectivement de la campagne, c'est-à-dire des éléments naturels, des éléments indispensables, ou est-ce que on préfère ici par la relation de couple, donc relation de couple c'est deux, donc je pense c'est notre, au niveau du chemin de vie, c'est notre propre regard porté, c'est presque une forme de contrat, c'est qu'est-ce que l'on donne? Est-ce qu'on donne plus d'importance à la partie naturelle ou est-ce qu'on donne plus d'importance aujourd'hui à la partie technologique? On a besoin des deux. Est-ce qu'on a besoin des deux à part égale? C'est la question que je pose. La technologie, c'est quoi? Provenant des villes, donc ça veut dire que on a tous les outils technologiques produits par les villes qui ont un impact au niveau de la campagne. Aujourd'hui, les campagnes sont dirigées par les villes. C'est des campagnes de sensibilisation, effectivement, aussi, comme je disais. Relation de couple, c'est deux, hein, c'est deux, m'amour, ma biche. Finalement, ouais, oublions pas aussi que c'est la déesse mère oui, la déesse mère qui nous porte, hein, et que l'on doit de respecter. Donc là, on voit que par rapport au chemin de vie, par rapport aux choses naturelles, alors nous sommes dans une technocratisation urbaine, technologique, sur les campagnes. La culture, l'agriculture intensive. Et que tout ça ici est acté, hein, vraiment. Et on a la carte blanche, donc la carte blanche d'Amandine, ok. Je sais jamais trop comment l'interpréter, la carte blanche, Amandine. Je sais pas si c'est une non-réponse ou si c'est une sorte de joker, en fait. Ou parce que j'ai un jeu comme ça avec Fortuna, où quand vous avez la carte, finalement la carte vierge, elle symbolise la non-réponse, c'est-à-dire que vous connaissez déjà les réponses. Vous avez les réponses en vous et donc la carte ne vous renvoie rien parce que vous connaissez déjà les réponses. Amandine, si tu passes sur ma chaîne, si tu vois ma vidéo, j'aimerais bien que tu me donnes des explications par rapport à la carte blanche. Je sais que tu as dû le faire déjà dans tes vidéos d'explications et tu as dû en parler aussi. J'ai pas regardé tes derniers tirages, mais excuse-moi, vraiment, vraiment, vraiment. Mais si tu pouvais me donner une explication par rapport à la carte blanche, ça serait top. Donc, ici, on va recouvrir. On a quoi? On a la culture et la religion sur les chemins de vie. Il y a des croyances encore très fortes. Ça veut dire qu'il y a encore des valeurs, effectivement, sur notre propre chemin de vie. On est ici, vraiment sur aussi des personnes qui sont soucieuses véritablement de notre bien-être.
Et heureusement d'ailleurs, hein. Là, on a des contraintes. Ah bah voilà. Aussi, par rapport à la technologie, il y a l'émergence de contraintes provenant des décisions prises donc en ville sur les négociations. Donc ça veut dire que la ville aussi génère des contraintes technologiques pour lesquelles il y a des négociations et des communications. Et là, on a quoi? On a la disparition. La disparition des contraintes, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un total, c'est l'anarchie, quoi. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, la disparition. Et on parlait du lombric, on parlait du ver de terre. Donc ça peut être aussi la disparition du ver de terre, vraiment. On a vu que dans certaines régions, le ver de terre a disparu. Mais donc ça veut dire que ici, on a des contraintes aujourd'hui, et heureusement, au niveau de l'agriculture intensive, il y a des contraintes. Et la première des contraintes, ça va être déjà de respecter la nature pour arrêter justement de surproduire. Parce que sans quoi, à terme, alors, on avait la relation de couple, donc aussi le rapport que l'on entretient avec la terre, nous, en tant qu'individus, mais au niveau de l'agriculture intensive, si il n'y a pas justement cette responsabilité de prise par rapport à ces notions environnementales, alors c'est la disparition avec le déplacement que nous avions tout à l'heure. Une fois qu'on aura bien exploité la nature, alors il ne restera plus qu'à partir. L'agriculture intensive n'aura plus qu'à se déplacer pour aller dans d'autres zones, et puis mieux recommencer, et puis appauvrir encore les terres, et puis est-ce qu'on peut parvenir tout simplement au bon sens? Ouais, au bon sens. En voulant peut-être, et en arrêtant de surproduire et d'être dans la surproduction, j'allais dire surpopulation, non, mais dans la surconsommation. Déjà, si chacun, à nous tous, on était responsable de nos achats, c'est-à-dire que moi le premier, hein, je l'avoue, hein, est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut se poser des questions ensemble, à savoir, est-ce que, oui, il y a une demande de pardon, effectivement, sur les biens matériels, bah, c'est ça qui en a besoin aujourd'hui, qui a un véritable changement par rapport aussi par rapport à ce bien matériel, par rapport à tout cet aspect financier. Et là, il y a une demande de pardon, mais le pardon, il sera peut-être trop tard le jour où bah, l'homme aura tout détruit. Il sera trop tard et ce changement, il ne sera pas possible. C'est aujourd'hui qu'il faut changer. Donc j'étais en train de vous dire, est-ce que on peut pas se poser des questions? C'est-à-dire que moi, le premier, très certainement, euh, même si je m'en occupe et je l'avoue très rarement, euh, je dois jeter très certainement des denrées alimentaires. Je pense que ouais, je dois jeter des denrées alimentaires parce que moins belles, parce que trop longtemps dans le frigo, parce que non consommées, date de péremption passée. Même si au niveau des dates de péremption, c'est pareil, hein, il y a des produits sur lesquels il y a des dates de péremption, des dates limites de consommation, puis finalement, c'est des produits qui sont encore bons après, hein. Donc ça, bon, je pense notamment au laitage. Et laitage, vous avez bien, par rapport aux dates, une bonne semaine, voire 10 jours où vous pouvez les consommer après la date, hein. Donc, vous ne serez pas malade, absolument rien, hein. Voilà, donc là, ici, on a un message de la Terre qui nous dit: arrêtons cette surproduction, cette surconsommation, commençons par devenir responsables déjà à notre petit niveau, tous singulièrement, individuellement, pour faire en sorte que justement on cesse le gaspillage. On cesse le gaspillage alimentaire. Il y a des pays où ils ont rien à manger, hein. Il y a des pays où ils ont rien à bouffer, ils sont dans une famine monstre. Et nous, on est là, on est dans l'opulence, dans l'abondance, et cetera. Mais
à un moment donné, il va falloir que ce soit équitable. Il va falloir qu'on retrouve le bon sens, qu'on retrouve vraiment, ouais, bah, le bon sens, tout simplement. L'oracle des Médéors, je ne vais pas l'utiliser pour ce tirage. On va juste ici, excusez-moi, j'ai soif. On va prendre le jeu de 152 mots Tuzicène. Pour compléter, faire une synthèse. Et puis demain, on ira visiter un appartement. On ira voir la personne justement qui occupe cet appartement. Et vous avez fait plein de suggestions la semaine dernière. Il y en a plein que je connaissais pas. Et puis il y a d'autres personnes auxquelles je pense que vous n'avez pas spécialement mentionné. Mais ça peut être sympa si on allait voir justement ce qui se passe chez elles, qui elles sont, voilà. Je vais juste remettre, excusez-moi, un peu de sel. Alors, on va toujours sur l'agriculture, donc intensive. Allez, il y a une dépendance. Bah oui, on dépend aussi de la qualité des sols pour avoir nos cultures. Et notre bien-être. Le bien-être, aujourd'hui, dépend de la qualité de vie que nous pouvons mener, que nous pouvons avoir. Ça a toujours été. C'est un peu la palissade. Mais ceci dit, il y a beaucoup de choses qui dépendent de notre bien-être. C'est-à-dire qui dépendent de nous, de nos choix et de nos responsabilités. Au niveau de l'âme, le bien-être de l'âme dépend. Il dépend de quoi? De la paix. Sachons tout simplement faire la paix avec nous-mêmes, casser cette dépendance qu'il peut y avoir pour retrouver un bien-être vrai, éclairé, dans la totale véritable lumière, avec confiance, sérénité, et retrouvons une stabilité, retrouvons des choses essentielles. Il y a une rencontre, la paix, à partir du moment où on aura trouvé la paix, alors on aura une rencontre avec le bien-être. Et le bien-être peut nous aider à rencontrer la paix intérieure, la paix de l'âme, justement. Et là, on a une rencontre féminine. Je parlais tout à l'heure de la terre, on avait la femme, là, elle ressort. C'est-à-dire que le bien-être et la paix de cette femme, qu'est la terre, dépend de nous. On a le couple, haute notion, ici, on l'avait dans l'oracle d'Amandine, on l'a ici, le couple et le silence. Ok, et encore une, la demande. Donc il y a une demande effectivement de silence. Sachons aussi écouter ce que la Terre a à nous dire. Quand je dis ça, je suis pas du tout sensibilisé aux questions. Enfin, je ne pense pas l'être aux questions écologiques. Vraiment, je suis pas dans une forme de... Non, je veux absolument pas être dans une forme d'accusation. Je ne suis pas dans une forme d'accusation. Je l'ai toujours dit, vous le savez pertinemment. Je suis dans une forme de connaissance. C'est ce que je veux vous apporter au quotidien. Je suis dans une forme d'apprentissage en même temps de la vie. Cet éveil spirituel, à plus de 40 ans maintenant, 42 l'année prochaine, et ouais, ça passe, 42 donc en 2023, fait que je me pose tout simplement de plus en plus de questions. Et là, il y a une demande très forte quand même de retrouver l'âme du féminin. Retrouvons notre âme. Retrouvons et écoutons le silence. Écoutons finalement, partons à la rencontre même de ce féminin sacré. Le mot central, c'est la rencontre.
La rencontre du féminin, la rencontre de l'âme, la rencontre qui nous demande, par nos échanges, par cette diversité, on nous demande effectivement ici peut-être de faire silence. Pour être ancré, pour être en phase aussi avec les grands enjeux sociaux, écologicaux, internationaux. C'est pas mal ça, hein, première fois que j'utilise ce terme, mais sachons faire la paix, surtout il y a une demande de paix, sachons faire la paix pour mieux nous rencontrer et assurer notre propre bien-être. Sachons faire la paix et rencontrer notre silence, confiant. Il y a une demande aussi de faire couple avec le féminin. Donc une demande d'être et d'aller à la rencontre du féminin, donc de la terre, c'est-à-dire du féminin sacré, de la déesse mère. De la déesse mère. Je voulais vous montrer, je vous montrerai demain parce que sans quoi il faut que je coupe la caméra. J'ai retrouvé un livre qui pourrait très certainement en intéresser plus d'un sur les symboles. Et je pense à ça parce que j'ai un autre livre sur le féminin sacré, sur la déesse mère, sur la mais là on l'a ici. Donc je sais que je veux rien assombrir, absolument pas. Je me dis qu'on arrivera à l'éveil des consciences, que ça mettra très certainement du temps, et que forcément ça nous oblige déjà par nous responsabiliser nous-mêmes. Alors, je pense que beaucoup sur cette chaîne le font. Après, ceux qui ne le font pas, c'est pas grave, vous y viendrez. Mais après le moment où vous avez conscience effectivement que vous êtes acteur de votre propre changement, que vous êtes dépendant finalement de vous pour votre propre bien-être, alors les choses ne peuvent que s'améliorer. Les choses ne peuvent que s'améliorer. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je suis ravi de vous retrouver tous les jours, du lundi au vendredi à 10h, le samedi et le dimanche à 11h. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, les commentaires. Pour vous, ça prend quelques minutes et pour moi, c'est tellement important. Et ça nous permet de rester en lien, de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer. Même si je ne réponds pas tout de suite, je vous réponds à tous. Et encore une fois, ensemble, les trolls, on les écrase. Voilà, tout simplement. J'ai pas besoin de trolls sur ma chaîne, même si elles sont tentées d'arriver et d'apporter leur fausse lumière dans notre communauté où la véritable lumière est présente avec des véritables valeurs, avec des choses fortes. Mais que voulez-vous, c'est comme ça, on vit une époque où les gens sont perdus, ils sont aveuglés en même temps, ils veulent pas voir. Donc, et je voulais juste aussi terminer par les paroles, le début d'une chanson de Sylvie Vartan, Le bleu de la mer Noire, parce que je trouve que ça nous correspond complètement. Et ensuite, on se verra demain. Donc, je vous dis déjà demain. Ciao, bye. Et je vous laisse sur les paroles donc de Sylvie Vartan qui nous dit: on a rejoint l'estuaire et bravé les sanglots. Le ciel et ses colères. On a eu peur, on a eu chaud. Il en a plus des coups. On a tenu la barre parce qu'on savait qu'au bout brillait le bleu de la mer Noire. Comme un accroc à l'hiver, quand l'azur nous étreint, sur le fil de rivière, on porte nos chagrins.